Christine, nous démarrons? C'est parfait, on démarre. Merci beaucoup, Séphine. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par MSH et l'Union des Français de l'étranger. Alors, l'UFE vous accompagne, vous représente et vous informe tout au fil de l'année sur des sujets qui sont au cœur de votre vie de Français de l'étranger. La protection santé fait bien entendu partie de ces sujets en tout premier lieu et ce sera donc aujourd'hui le fil conducteur de notre webinaire. On a le plaisir d'avoir à nos côtés comme intervenants 2 expertes de chez MSH. Donc tout d'abord Séverine Lacroix. Bonsoir Séverine, Bonsoir Christine. qui est directrice, distribution retail et offres digitales et Johanna Rowley. Bonsoir Johanna. Bonsoir Christine. Qui est directrice du centre d'expertise dédié. Alors, juste un petit mot sur ce partenariat que l'UFE et MSH ont lancé en septembre après de longs mois d'échanges qui ont été constructifs et tournés, orientés évidemment sur les attentes et les besoins des Français de l'étranger. Alors, pourquoi avoir fait le choix pour l'UFE de MSH? Eh bien, c'est incontestablement l'approche qualitative et l'offre du meilleur service possible pour les Français de l'étranger qui nous a guidés et qui nourrit ce partenariat, donc encore une fois, lancé en septembre dernier. Donc ce soir, nous aurons un webinaire qui va s'articuler en 2 temps. Tout d'abord, une intervention de 35 à 40 minutes, de Séverine qui sera suivie de vos questions. Donc n'hésitez pas évidemment à poser d'ores et déjà toutes vos questions sur le chat. Nos 2 intervenantes vont mener ce décryptage du sujet avec 3 mots-clés en tête, l'information, la pédagogie et l'écoute. Voilà. Bah, pour ma part, je vous retrouve un petit peu plus tard et Séverine, c'est à vous. Merci beaucoup Christine. Eh bien écoutez, rebonjour à toutes et tous. Nous sommes vraiment ravis d'être partenaires de l'UFE et de lancer avec ce premier webinaire cette série que nous espérons longue et fructueuse pour tout le monde. Alors, comme certains d'entre vous le savent, et merci pour ceux qui y ont répondu, nous avions lancé un appel à questions qui nous ont permis de comprendre un peu quels étaient les principaux sujets d'interrogation des Français de l'étranger. Et c'est à partir de ces questions que nous avons choisi le décryptage du fonctionnement des systèmes de santé et de la couverture santé à l'international pour premier thème. Donc, si je démarre, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la première question qu'on va se poser ce soir, c'est quel fonctionnement de la santé dans les différents pays du monde? Globalement, il faut savoir qu'il y a 3 grands types de systèmes de santé, de régimes de santé dans le monde. Vous avez d'un côté les assurances maladie, c'est ce qu'on connaît en France, c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres pays européens comme l'Allemagne par exemple. Ce sont des systèmes qui sont financés par les cotisations sociales, des systèmes généralement mixtes avec des hôpitaux publics, des cliniques privées, mais surtout un secteur libéral souvent extrêmement présent. Et c'est un système assurantiel où ce sont les cotisations sociales, donc par personne, qui contribuent au financement de l'ensemble. Après, vous avez des systèmes nationaux, celui de l'Angleterre notamment, avec la NHS, c'est le cas à Singapour également. Et là, en fait, ce sont des systèmes étatiques qui sont plutôt très centralisés, financés par les impôts. Pour la faire simple, le système national en UK, par exemple, fonctionne exactement comme fonctionnent les écoles en France, c'est-à-dire que les hôpitaux sont publics, ils appartiennent à l'État, les médecins sont des salariés de l'État, et le principe, c'est la gratuité et l'accès au plus grand nombre.
Et puis enfin, vous le savez, certains d'entre vous y vivent peut-être, il y a un certain nombre de pays pour lesquels les systèmes publics ne sont pas aussi développés, voire parfois même défaillants. Et donc, dans ces pays, ce sont les assurances privées qui ont qui se sont développées et qui ont globalement pris le marché d'une certaine façon. Donc, ça va être le cas, par exemple, aux États-Unis, où malgré la mise en place de l'Obamacare, on a une prépondérance très forte du système privé. Et puis, c'est le cas d'un certain nombre de pays, notamment ceux en voie de développement qui n'ont pas les finances permettant de financer un système public robuste. Alors, il faut savoir que les systèmes publics, ils peuvent être obligatoires ou non. La particularité, c'est qu'un système obligatoire est très souvent universel, c'est-à-dire qu'on crée l'obligation d'adhésion pour que le plus grand nombre soit couvert. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect théorique de ces trois systèmes, c'est de voir les tendances. Ce qu'on voit globalement dans nos systèmes publics de type assurance maladie ou systèmes nationaux, très souvent, il est difficile dans des contextes de vieillissement de la population de couvrir tout le monde à 100% de façon complètement gratuite. Et petit à petit, ces systèmes ont tendance à ajouter ou basculer un petit peu vers le privé. C'est ce qui se passe typiquement en France, où les complémentaires, en fait, le pourcentage pris en charge par le système public est complété par des complémentaires et qui vont prendre un rôle de plus en plus important. Dans les pays comme l'Angleterre ou l'Italie, où vous avez un système national, eh bien, en fait, le système privé s'est développé non pas en complément du système public, mais à côté. Donc, vous avez la possibilité de vous assurer auprès d'une assurance privée pour avoir des soins dans des délais plus courts, parce que très souvent, la problématique, c'est plus une problématique de délai. Donc, en fait, finalement, les systèmes publics vont petit à petit vers plus de privé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui sont basés sur de l'assurance privée, qui ont tendance à aller vers plus de public. J'évoquais tout à l'heure l'Obamacare, qui a pour but un accès aux soins plus élargi. Mais c'est le cas, par exemple, pour donner un autre exemple, du Maroc, qui en ce moment est en train de travailler à l'accès aux soins pour tous et à la mise en place d'un régime obligatoire et universel. Donc, cette théorie étant un peu posée, faisons un petit focus sur la France. Alors, pourquoi la France? Vous allez me dire, puisque vous êtes français de l'étranger, bien parce que très souvent, c'est notre référentiel. Alors, la France, sans y passer trop de temps, c'est un régime primaire, donc qui intervient au premier niveau. Ça veut dire que surtout, il va prendre le grand risque. Et pour ce que nous, on appelle le grand risque, je vais y revenir. Et il doit être complété très souvent par des soins plus quotidiens. Il se trouve qu'en France, c'est une couverture primaire et universelle. C'est-à-dire que la couverture est automatique pour toute personne qui réside de manière stable et régulière en France. Et ça, c'est seulement depuis 2016. Bon, les grands principes du système français, vous le connaissez. Les soins sont pris en charge à hauteur d'un certain pourcentage, qui peut être de 100% dans des cas d'hospitalisation, de maladies graves, d'affections de longue durée, de maternité également. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout ce qu'on entend sur les déficits de la sécurité sociale, sur le désengagement fort, eh bien la sécurité sociale française, aujourd'hui, elle finance près de 80% des frais de santé des Français. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce chiffre est en augmentation. Donc ça, c'est un chiffre de 2024. Et il se trouve que en 2022, le chiffre était seulement de 76%. Donc, on a augmenté de 3 points. Et c'est lié au fait qu'avec le vieillissement de la population, eh bien, on a de plus en plus d'hospitalisations. Et les hospitalisations en pourcentage du total, les hospitalisations sont prises à 100% par la sécurité sociale pour la plupart. Le corollaire de ça, eh bien, c'est que les complémentaires, elles, finalement, en France, elles ne prennent qu'une toute petite part, c'est-à-dire 20% des frais de santé. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, nous, on entend des Français de l'étranger qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi dans mon pays, je paye autant alors que ma mutuelle était de 150 €. » Donc, il faut savoir que la mutuelle, à 150 €, ne représentait qu'1/5 de votre couverture.
Maintenant qu'on a dit ça, c'est pas tout. La France, elle a une deuxième très grosse particularité, c'est que c'est un des pays avec les coûts de santé les moins chers du monde, parce que les coûts sont régulés. Les honoraires médicaux sont régulés. Aujourd'hui, nos médecins généralistes sont parmi, on va le dire comme ça, les moins payés d'Europe. Les frais d'hospitalisation sont parmi les plus bas du monde et même les frais des médicaments sont extrêmement bas. Pour vous donner juste un ordre d'idée, un tube de Ventoline coûte 3,50 € en France quand il coûte 50 € au Japon ou aux États-Unis. Ça, c'est un médicament, j'ai envie de dire, assez courant et simple, mais on a certains médicaments pour lesquels on peut avoir un rapport de 1 à 50 entre un pays comme la France où c'est régulé et des pays où c'est finalement l'offre, et enfin la loi de l'offre et de la demande qui définissent les prix des médicaments. Pour terminer, du coup, une fois que la sécurité sociale est intervenue, que la complémentaire est intervenue, eh bien le reste à charge pour les patients est aussi l'un des plus bas du monde. Donc, voilà un petit focus sur notre référentiel, peut-être à nous tous en tant que Français. Il faut savoir que ce n'est pas un bon référentiel finalement pour se comparer à la réalité de la santé à l'international. Nous avons l'un des systèmes les moins coûteux et les plus couvrants tout en étant de qualité. Et c'est une chance que nous avons, mais qui fait que la France est très particulière en la matière. Pour finir sur ce sujet, c'est une étude que j'aime bien et que j'aime bien partager. Elle monitore la moyenne des prix des médicaments dans le monde. Et donc, par rapport à la moyenne des prix, sans surprise, on va voir que les pays occidentaux ont les médicaments les plus chers, alors avec les États-Unis qui sont à 300% au-dessus de la moyenne, mais aussi, et finalement, dans le top 10 des pays les plus chers, on retrouve l'Allemagne, on retrouve l'Espagne, on retrouve la plupart des pays européens, l'Italie, le Danemark, l'Islande. Parmi les pays les moins chers, on trouve les pays qui produisent des médicaments, comme l'Inde, par exemple, et puis on va retrouver la France, qui paye en moyenne ces médicaments 16% de moins que la moyenne mondiale. Et ça, souvent, on ne le sait pas en France parce qu'on a le tiers payant et on ne sait pas combien il coûte réellement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est vrai que quand on arrive à l'étranger, et ça vous est sûrement tous arrivé, la plupart des pays n'ont pas de prix régulés. Alors heureusement, un certain nombre l'ont, mais pas tous. Et puis on a des systèmes publics qui ne sont finalement souvent moins couvrants que la France. Et donc, dès qu'on parle de prix de la santé à l'international, eh bien c'est vrai que c'est parfois un peu douloureux. J'ajoute à ça un autre phénomène qui n'est pas toujours très bien connu, c'est que dans le monde, on observe une inflation des prix très élevée dans la santé. C'est-à-dire que chaque année, les prix prennent en moyenne 10%. En ce moment, on est même un peu au-dessus de 10%, un peu partout dans le monde. Alors, il y a des disparités. Ils augmentent de façon très, très élevée en Asie, un peu moins aux États-Unis, mais ils sont déjà tellement très élevés qu'on comprend pourquoi ils ont du mal à évoluer plus vite. Mais vous comprenez bien qu'à 10% en moyenne, c'est aussi une des problématiques qu'on rencontre quand on est hors de France, où là, la sécurité sociale, là encore, régule énormément cette augmentation. Alors, maintenant que j'ai donné toutes ces mauvaises nouvelles, quelle solution pour les Français de l'étranger? Alors, les premières solutions, ce sont les régimes locaux. Heureusement, il n'y a pas qu'en France que le système est bon, et il y a tout un tas de pays pour lesquels on a des systèmes publics qui sont couvrants. C'est le cas de la plupart des pays européens, c'est le cas au Canada, c'est le cas dans des pays nordiques. Le fait est qu'il faut pouvoir y accéder. Et là, c'est extrêmement complexe parce que ça dépend des pays, ça dépend de votre statut. Donc, véritablement, ça va se faire au cas par cas et ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Il faut savoir que leur couverture n'est pas forcément universelle. Ils ne couvrent pas forcément tout le monde. Rappelez-vous qu'en France, elle n'est universelle que depuis 2016. Et dans certains pays, enfin, la couverture publique, comme en France, n'est qu'une couverture primaire, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas forcément en charge tous les frais de santé à 100%. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir souscrire à une complémentaire. C'est le cas par exemple en Suisse ou un certain nombre de pays nordiques. Ensuite, deuxième solution,
qui s'offre à vous et qui est très souvent un premier réflexe, c'est la CFE. Alors la CFE, c'est une extension de la sécurité sociale française. C'est également un régime primaire. Donc ça veut dire qu'il fonctionne comme en France en remboursant un pourcentage des soins. Contrairement à la France, il se trouve qu'elle doit couvrir un pourcentage des coûts dans certains pays qui sont non réglementés. Et donc, la particularité, c'est que ce pourcentage, eh bien, il va varier parce que en fait, finalement, la CFE se base plus ou moins sur les prix français pour déterminer à l'avance ce qu'elle va pouvoir rembourser. Donc, selon les pays dans lesquels vous serez, ça peut aller de 19 à plus de 60% du prix de vos frais de santé qui seront couverts par la CFE. Donc, vous comprendrez que dans ce cas, il faut imaginer un complément. Et donc, on vous a mis un exemple extrêmement concret. Donc ça, c'est le coût d'une opération de l'appendicite dans un certain nombre de pays. Donc, on a pris des pays très divers et variés, mais vous voyez assez vite qu'au Sénégal, en moyenne, hein, évidemment, ce sont des moyennes, parce que ça peut varier facilement du simple au double au sein d'un même pays. Mais vous voyez qu'au Sénégal, une opération d'appendicite peut coûter 2 000 € quand elle peut coûter 25 000 €, voire largement plus aux États-Unis. Et donc, face à cette disparité de coûts, comme je vous disais, il y a une disparité de prise en charge de la CFE qui peut aller de 19 à 67%. Et de fait, votre reste à charge, il peut varier de, donc là dans notre exemple, 600 et quelques euros au Sénégal à plus de 20 000 € aux États-Unis. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, hein, c'est le principal. Alors, avant, je vous ai mis aussi la comparaison avec la France, pardon. La France, où globalement, une intervention de l'appendicite coûte entre 1 500 et 3 000 € et le reste à charge pour la mutuelle, pour la complémentaire santé, entre 200 et 400 €. Donc, ce que je voulais vraiment que vous reteniez sur la CFE, c'est que c'est une assurance primaire. Et en fait, on est très souvent interrogé chez MSH par « est-ce que je vous prends vous ou la CFE ?» C'est pas le même fonctionnement et je vais y venir. Justement, les assurances privées. Alors, un acteur privé, il peut agir soit en complément du régime public, soit en complément de la CFE, soit ce qu'on appelle au premier euro. Au premier euro, ça veut dire qu'en fait, il va venir intervenir dès votre premier euro dépensé, donc à la place du régime public ou de la CFE. Ça veut dire que dans ces cas-là, il va prendre en charge, cet acteur, ce qu'on appelle le grand risque. Rappelez-vous, vous avez une maladie grave de type cancer en France, c'est pris à 100% en charge par la sécurité sociale. Si votre assureur privé vous propose un contrat au premier euro, ça veut dire qu'il ne va pas se contenter de prendre le complément, il va prendre en charge l'ensemble de vos frais médicaux, y compris le grand risque. Et on appelle ça grand risque tout simplement parce que le traitement d'un cancer, par exemple aux États-Unis, peut facilement coûter quelques millions. Et bien ça, ce sera entièrement pris en charge. Donc, ce sont les deux types d'interventions. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des assurances privées locales, qui sont des complémentaires locales. Elles ont l'avantage d'être souvent très connectées au système de soins local. Donc, si vous y avez le droit, c'est vraiment cet avantage-là. En revanche, elles ne vont vous couvrir que pour vos soins dans votre pays d'accueil. Et puis, l'assurance internationale, elle va être un peu différente. Très souvent, elle n'a pas la même connectivité avec votre système local. C'est en général assez complexe de pouvoir se connecter à tous les systèmes de type Amélie du monde entier. Mais selon où vous habitez, vous pouvez vouloir vous offrir la capacité à vous faire soigner ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez, nous on a régulièrement des cas de personnes qui habitent dans un pays quel qu'il soit et veulent avoir la possibilité de rentrer en France en cas de maladie grave, en cas de maladie longue durée pour rester auprès de leurs proches. On a aussi très fréquemment le cas de personnes vivant dans des pays où les infrastructures médicales ne sont pas très développées et donc de vouloir pouvoir, en cas de pépin grave, se faire soigner ailleurs. C'est le cas, par exemple, souvent de personnes qui habitent à Madagascar et souhaitent pouvoir se faire soigner à La Réunion, ou de personnes qui habitent en Indonésie, mais voudraient pouvoir se faire soigner en Malaisie ou en Thaïlande.
Donc là, à nouveau, l'assurance internationale, elle vous permet de vous faire soigner dans un autre pays et de gérer également vos transferts d'un pays à l'autre. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, je m'occupais du cas d'un monsieur qui souffrait d'un anévrisme de l'aorte, un monsieur qui habitait au Maroc, plutôt âgé, et là-bas, il pratique ce type d'opération avec ouverture thoracique, et vu son âge et son état de santé, ses chances de survie étaient de 20%. En recherchant, on a trouvé un spécialiste en France qui a une méthode très spécifique à lui, 3000 opérations à son actif avec des taux de survie très élevés. Et bien là, grâce à son contrat d'assurance, il a pu être pris en charge pour ses allers-retours, pour les rendez-vous préopératoires, pour l'opération et pour les rendez-vous post-opération où il est pris en charge à Paris. Donc voilà pour les trois types de solutions. Si je creuse un peu la particularité des assurances privées, ce que je disais tout à l'heure en parlant de ce monsieur, finalement, l'assurance privée, elle a pour but de gérer vos remboursements et la prise en charge de vos frais. Mais très souvent, comme elle gère justement aussi toute la partie que gère habituellement le régime primaire, eh bien finalement, elles vont être pour la plupart assez importantes dans l'accompagnement médical, le conseil, l'accès à un réseau médical et puis l'évacuation et le rapatriement si besoin. Et c'est vraiment la différence entre un système international et un système local. Alors, peut-être avant d'entrer plus en détail, je voulais faire un petit focus sur l'assurance, déjà. Comment ça marche? Parce que très souvent, on a beaucoup de questions sur l'assurance santé qui sont des questions sur l'assurance elle-même. Et j'aime bien redire, alors je ressors mes vieux cours sur ce sujet, expliquer ce que c'est qu'une assurance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance, c'est un concept qui est né avec les armateurs du XIIIe siècle, l'assurance maritime. En fait, quand un armateur avait un bateau pour lequel il empruntait de l'argent pour acheter des marchandises et un bateau, traverser la Méditerranée, faire du commerce et revenir avec un gain qui lui permettait de rembourser son prêteur. À ce moment-là, on était à une période où les risques de naufrage étaient élevés. Et donc, finalement, ces armateurs ont inventé un principe assez simple, que je résume souvent en disant que c'est le principe du pot commun. Chacun mettait une somme dans le pot commun, de façon à ce que si l'un d'eux avait un navire qui était perdu en mer, eh bien, ce pot commun serve à rembourser le prêteur et que l'armateur puisse reprendre son activité après. Une fois qu'on a compris ça, il faut savoir qu'il y a deux principes d'assurance très simples qui s'appliquent après à tout contrat d'assurance. Le premier, c'est le risque homogène. Si vous avez 3 armateurs qui se mettent d'accord, ils ont des beaux bateaux en bon état, ils les entretiennent régulièrement, et puis qu'un quatrième arrive dans ce qu'on appelle la mutualité, avec un bateau mal entretenu, en mauvais état, des trous dans la coque, la mutualité risque de ne pas être d'accord parce qu'il va très fortement augmenter le risque de devoir utiliser le pot commun. Ou alors, la mutualité va décider de le faire participer plus au pot commun parce qu'il a plus de risque de sombrer. Donc ça, c'est la première chose, ce qu'on appelle le risque homogène. Et puis la deuxième chose, c'est l'aléa. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'aléa. Je le résume simplement. C'est pas au moment où votre bateau est en train de couler que vous allez dire « Eh, la mutualité, s'il vous plaît, je voudrais rentrer dans votre pot commun ». Bien évidemment, personne ne vous acceptera parce que, évidemment, ce que vous allez payer ne remboursera même pas votre premier naufrage qui est déjà en cours. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'aléa, on ne peut pas assurer et c'est l'adage qui est souvent donné dans l'assurance, on n'assure pas la maison qui est déjà en train de brûler. Alors maintenant que j'ai dit ça, comment ça s'applique pour un contrat santé? La première chose, et c'est une question qu'on nous pose souvent, pourquoi mon assureur me pose autant de questions avant, afin que je puisse souscrire un contrat d'assurance santé? Eh bien, c'est justement pour des raisons de risque homogène. Il s'agit d'adapter la participation de chacun au risque qu'il fait prendre dans la mutualité. Donc, avant un contrat d'assurance santé, on va vous demander vos antécédents pour calculer au mieux votre risque et le prendre en compte dans la mutualité. Ce qui est important de savoir, c'est que le but, c'est pas de n'accepter que les gens en bonne santé. C'est vraiment une question d'être juste.
Je vais aller un tout petit peu plus loin avec ma métaphore sur les bateaux. Imaginez que ce n'est pas un bateau mal entretenu qui s'ajoute, mais 10. Mais 3-4 armateurs du départ. À un moment, ils vont voir le nombre de naufrages augmenter. Le pot commun ne va plus suffire. Il va falloir remettre au pot. Et au bout d'un moment, ce qui se passe quand on a une mutualité déséquilibrée, eh bien, ceux qui ont des bateaux qui ne sont pas abîmés, à un moment, ils risquent de quitter la mutualité pour en créer une ailleurs où ils vont avoir moins à financer. Et là, c'est néfaste pour tout le monde. C'est néfaste pour eux qui ont dû quitter la mutualité, c'est néfaste pour l'assureur, mais c'est néfaste surtout pour ceux qui restent. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus que des malades dans un contrat, si on parle d'assurance santé, où il n'y a plus que des bateaux abîmés, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'anti-sélection. En fait, à ce moment-là, on va être dans un cercle vicieux où le pot commun va coûter de plus en plus cher et ne sera plus du tout finançable. Et ça, c'est véritablement quelque chose que tous les assureurs, quel que soit leur métier, que ce soit la santé ou autre chose, vont essayer d'éviter au maximum, parce que avoir une mutualité saine permet de maintenir des tarifs justes pour tout le monde. Alors, ceci étant dit, vous avez une pathologie à déclarer, comment ça se passe? 3 solutions. Alors, soit elle est bénigne, si vous êtes asthmatique de temps en temps, ça ne comptera pas du tout. Vaut mieux le préciser, parce que dans ce cas, eh bien, si vous avez une crise d'asthme, ce ne sera pas une surprise, mais vous n'allez, je crois qu'on a plus de 25% des cas où les gens déclarent une pathologie et il ne se passe rien. Mais au moins, on est au courant. Disons que ce sont les médecins qui, parce qu'évidemment, ce sont des données médicales, donc des médecins qui examinent le dossier, mais au moins, c'est dans votre dossier. Par contre, si vous avez quelque chose d'un peu plus important, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle une surprime, c'est-à-dire qu'on va adapter le prix du contrat à votre état de santé. Je vais le dire autrement, vous avez une maladie chronique qui coûte 500 € de médicaments par mois. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre contrat d'assurance vous coûte moins de 500 € par mois. Sinon, cela voudrait dire que ce sont les autres qui paieraient pour vous. Dans des cas plus rares, et c'est une question qu'on nous pose assez fréquemment aussi, il peut y avoir des exclusions sur certains risques. Et là, je m'en réfère au deuxième grand principe de l'assurance. Quand un risque est certain et trop important, par exemple, vous êtes déjà atteint d'une maladie grave au moment où vous souscrivez le contrat, donc un cancer par exemple, à ce moment-là, malheureusement, ce n'est pas assurable pour les raisons que je vous ai expliquées. Alors dans ces cas-là, il peut y avoir, c'est plutôt rare, des refus, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est exclure ou momentanément une maladie, et puis à ce moment-là, vous réintégrer dans la mutualité, ça arrive également. En revanche, je le redis, vous n'êtes pas malade et le lendemain, vous tombez malade, c'est ce pourquoi c'est fait et indépendamment de la gravité de ce qui vous arrive. C'est ce pourquoi l'assurance est faite. Sachez aussi qu'à partir du moment où vous êtes entré dans la mutualisation, il y a une particularité du droit français qui fait que vous pouvez rester dans votre contrat jusqu'à votre mort. Nos contrats sont tous viagés et ça, c'est vraiment une particularité française, c'est-à-dire que l'assureur, quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé, n'a pas le droit de vous résilier si vous ne le souhaitez pas et ça, c'est ce qui vous protège, c'est très important. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, une fois qu'on parle de théorie, un point sur notre partenariat UFE-MSH. Tout d'abord, quelques mots sur MSH, tout le monde ne nous connaît pas. Donc, nous sommes un acteur privé, du coup. Nous ne sommes pas assureurs, nous sommes courtiers. Ça veut dire que nous concevons des solutions. En fait, le métier du courtier, c'est de prendre une population donnée, donc là, en l'occurrence, les Français de l'étranger, de formaliser les besoins de cette population et d'aller négocier avec un assureur une solution adaptée. Donc ça, c'est ce que nous faisons et nous sommes spécialisés donc sur la santé internationale uniquement.
particularité, on est une entreprise extrêmement multiculturelle. On est 1400 collaborateurs sur 12 sites dans le monde. 1400 collaborateurs, 60 nationalités, c'est 50 langues parlées. J'aime à dire qu'en moyenne, nos collaborateurs parlent 3,2 langues. Et pour beaucoup, ont été expatriés ou le sont toujours. Et c'est très important pour nous d'être au plus proche des personnes que l'on suit en termes de santé. Alors, avec l'UFE, du coup, on s'est vraiment trouvé à la fois des cultures et des valeurs communes, mais aussi cette ambition commune d'offrir aux Français de l'étranger la meilleure protection. Et à commencer par dire que pour nous, Français de l'étranger, c'est indépendamment de votre statut. Globalement, aujourd'hui, on a des solutions. Alors, je vais avoir l'humilité de dire quasi pour tout le monde, mais que vous soyez salarié, entrepreneur, retraité, que vous soyez en famille, binationaux, couple mixte, digital nomade, etc. Normalement, on devrait trouver des solutions pour à peu près tout le monde. Alors, nos solutions, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Globalement, notre cœur de métier, c'est la santé. Et pour ça, on a des solutions extrêmement modulaires, c'est-à-dire que selon vos besoins, vous allez pouvoir choisir d'être couvert pour à peu près tout, ou alors, par exemple, décider de n'être couvert que pour l'hospitalisation. C'est de plus en plus fréquent que des gens nous disent « Écoutez, moi, si j'ai une consultation chez le médecin, je vais pouvoir la payer de ma poche. Par contre, en cas de gros pépin, je sais que ça va coûter des centaines de milliers d'euros. Là, je veux vraiment être couvert. » Donc ça, c'est de l'hospitalisation. Vous pouvez la prendre seule et puis vous pouvez prendre, choisir des options beaucoup plus complètes. On intervient soit en complément de la CFE, soit au premier euro. Comme je le disais, on intervient rarement en complément d'un régime local parce que c'est extrêmement complexe et c'est très souvent très spécifique. Mais complément de la CFE ou premier euro, en dollars ou en euros, vous pouvez souscrire dans la devise que vous souhaitez. Et puis, selon où vous êtes, selon vos besoins, selon les zones géographiques dans lesquelles vous voulez être couvert, on va vous conseiller sur des plafonds d'intervention, des zones géographiques. Vous pouvez ajouter des franchises pour réduire aussi le coût de votre contrat. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Vous comprendrez que tout ça, c'est du sur-mesure. Ça dépend du cas par cas, du cas particulier de chacun. Et le mieux, c'est qu'on vous conseille selon votre cas. Dans tous les cas, 3 choses importantes, ce que je disais tout à l'heure, la portabilité géographique. À partir du moment où vous êtes couvert dans une zone homogène de prix, eh bien, vous pouvez aller vous faire soigner ailleurs. Admettons que vous viviez au Sénégal, eh bien, vous pouvez aller vous faire soigner dans tous les pays de la zone du Sénégal qui sont sur les mêmes prix de santé. Par contre, si vous avez un pépin grave de type cancer, vous ne pourrez pas aller vous faire soigner aux États-Unis. Par contre, si vous habitez aux États-Unis, comme vous êtes dans le pays le plus cher, vous pouvez aller vous faire soigner partout dans le monde. Par contre, où que vous soyez, vous avez une couverture tourisme incluse partout. Donc, vous êtes au Sénégal, vous êtes couvert pour vos soins chroniques courants au Sénégal. Si vous allez aux États-Unis en vacances, vous serez couvert en tourisme. C'est ce qu'on appelle, nous, l'accident ou la maladie inopinée. Donc, quand vous êtes en vacances, il peut vous arriver une grippe, une gastro, vous cassez la jambe, vous faites renverser par une voiture. Tout ça, c'est couvert. Ce qu'on ne vous couvrira pas, c'est ce qui est préexistant ou chronique, c'est-à-dire ce qui relève du soin beaucoup plus lourd. Et puis enfin, je l'ai dit, les garanties sont viagères. Et ça, c'est une particularité de nos contrats. Ensuite, on a tout un tas d'autres solutions. Je vous ai parlé du rapatriement, je ne vais pas y revenir. Il y a tout un tas de services d'assistance avec. On a également des solutions pour des séjours temporaires. Vous avez un enfant qui part à l'étranger, vous faites une mission, vous partez en mission dans un autre pays que votre pays habituel d'expatriation. On a aussi des personnes qui vivent entre plusieurs pays, des tours du monde. Donc, pour tout ça, on a créé aussi des solutions spécifiques. Ce sur quoi je voulais surtout insister, c'était la prévoyance. On voit beaucoup de Français de l'étranger qui ont pensé à la santé et qui n'ont pas pensé à la prévoyance. En France, la prévoyance, elle est incluse, elle est en partie, elle fonctionne comme la santé. Il y a une partie primaire, une partie complémentaire qui est obligatoire dans les entreprises. Et très souvent, quand on part à l'étranger, eh bien, moi, je vois beaucoup de Français qui ne pensent pas qu'en cas d'arrêt de travail, eh bien, il faut avoir une prévoyance pour avoir des indemnités journalières,
en cas d'invalidité, en cas de décès, ça permet aussi de payer une rente aux enfants, par exemple. En tout cas, ça me semble important d'insister sur l'importance de cette couverture. Donc tout ça est complexe et c'est pourquoi avec l'UFE, pour l'UFE, nous avons mis en place un centre d'expertise dédié pour répondre à vos questions, pour vous orienter et pour non seulement décrypter, mais aussi adapter nos conseils à vos situations. On vous redonnera bien évidemment toutes ces coordonnées à la fin. Je continue sur le partenariat. On a décidé, donc il y a ce canal privilégié. On a également décidé, quand on lance une amélioration, une nouveauté sur un certain nombre de nos produits ou solutions, de ouvrir ces innovations en avant-première pour l'UFE. Donc en ce moment, typiquement, nous avons élargi la souscription dans nos contrats d'assurance à 76 ans. Enfin, jusqu'au 76e anniversaire, ce qui est plutôt rare. Sur le marché en général, c'est plutôt 70. Donc, pour nous, c'est une vraie innovation et on l'a ouvert exceptionnellement à l'UFE. Donc, en ce moment, seuls les adhérents de l'UFE y ont le droit avant ouverture plus large. Pour terminer, ce qui est important, c'est de vous partager aussi la façon dont nous, on aime faire notre métier, ce qui fait peut-être la petite différence. Alors, la première chose, c'est que tous les demandes de remboursement se font via l'application ou le web. C'est simple, c'est efficace. On est même en train de travailler à une nouvelle application pour la rendre encore plus moderne. Tous les remboursements, enfin la plupart, on essaye vraiment d'être le plus rapide possible. On s'oblige à ce que 90% soient effectués sous 5 jours. C'est généralement même beaucoup plus rapide. Et surtout, notre spécificité, c'est le médical, l'accompagnement médical. Et donc, dans nos produits, dans nos plans de santé, sont inclus de la téléconsultation. Quand on dit complète, ça peut être généraliste, ça peut être psychiatrique, ça peut être psychologique ou psychiatrique ou même des spécialistes. On a tout un service de suivi des maladies graves, des grossesses. Dès qu'une femme nous annonce sa grossesse, ça déclenche automatiquement chez nous un suivi par un médecin ou un infirmier qui l'appelle régulièrement, s'assure que tout va bien, s'assure que les décisions locales sont bien prises et que l'accompagnement est bon. Et il nous est arrivé de décider de transférer la patiente dans un autre pays pour qu'elle accouche ailleurs si on considère qu'elle n'est pas dans le bon niveau de sécurité où elle est. Et puis, on a également un service de second avis médical qui peut parfois, quand vous devez passer sous un bistouri, être rassurant d'avoir l'avis d'un médecin français. Mais pas uniquement. Et ça, on le fait pas parce qu'on est une entreprise assez médicalisée. On a plus de 60 personnes de formation médicale et paramédicale partout dans nos entités. Voilà, un point aussi sur notre réseau, ce sont des questions qu'on nous pose souvent. Nous avons un réseau médical, donc ce sont des conventions que nous avons avec un certain nombre d'hôpitaux, cliniques, centres de santé, prestataires médicaux, globalement partout dans le monde, et qui permettent un accès aux tiers payants hospitaliers dans quasiment tous les pays du monde. Alors, quand je dis tiers payants hospitaliers, c'est justement vous arrivez à l'accueil de la clinique avec une appendicite potentielle, vous êtes pris en charge, vous n'avez pas à avancer les frais, et que ce soit pour des soins urgents ou non urgents. D'ailleurs, ça peut être une hospitalisation qui soit programmée. Et l'accès aux tiers payants est même accessible pour nos gammes les plus hautes gammes en ambulatoire, c'est-à-dire tiers payant sur, par exemple, une consultation médicale chez le généraliste. Et ça, c'est un deuxième avantage au-delà du tiers payant. Alors, ça ne veut pas passer, si ça y est. C'est que je vous ai montré tout à l'heure la carte de l'inflation médicale dans le monde. Eh bien, chez MSH, nous, l'inflation médicale que l'on arrive à contenir, elle est beaucoup, beaucoup plus faible. Et ce, parce qu'on négocie, on renégocie avec les hôpitaux leurs honoraires. En fait, on fait le travail de régulation, on essaye dans la mesure du possible que fait la sécurité sociale en France. Et en renégociant, ça nous permet
de réduire l'augmentation de nos tarifs d'une année sur l'autre. Et on est assez fiers de se dire qu'on est globalement parmi ceux qui augmentent le moins leurs tarifs d'une année sur l'autre grâce à ce réseau. Alors, avant, je m'aperçois que je n'ai pas inséré le son. Je vais le faire tout de suite. Pour terminer, je voulais vous partager un petit film qui, c'est 1 minute, qui dit assez bien, je considère, la façon dont on aime et dont on fait notre métier. J'espère que ça va fonctionner. Les citoyens bougent, les trajectoires changent, les idées traversent les océans. Nous sommes l'assurance santé de ce monde en mouvement. En tant que pionniers de la mobilité, nous aimons ce terrain de jeu infini, où se croisent des expatriés, des étudiants, des entrepreneurs, des nomades digitaux, des locaux. À l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la rue, nous sommes là où vous êtes. Partout. Nous vivons là où vous vivez. Nous parlons votre langue. Nous partageons votre culture. Connectés au meilleur réseau de soins locaux, implantés au plus proche pour vous accompagner au plus près. Nous avançons à votre rythme, selon vos choix et vos horizons, sur place, sur mesure. Comme vous, passionnés, indépendants, humains. Nous sommes en mouvement. Votre mouvement. MSH. Health in Motion. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais juste terminer pour redire pour moi ce qu'il faut retenir et puis ne pas parler plus longuement, laisser la place aux questions. Pensez, la CFE, c'est une très bonne solution. Elle est primaire et elle n'est parfois pas suffisante, même assez souvent. 2, tous les cas doivent être étudiés au cas par cas. Vraiment demander, que ce soit nous ou d'autres, à ce qu'on vous fasse des propositions personnalisées. En tout cas, nous, MSH, on est là pour vous conseiller. Et puis, oui, la santé, ça a un coût particulièrement quand on est hors de France, mais c'est important de se protéger. Et là, je passe mon petit message de prévention. Je vous propose de passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient passées sur le chat. Est-ce que, MG, tu veux nous donner tu veux nous les poser? Bonjour, oui, tout à fait. Oui, avec plaisir. Bonjour, Marie-Gabrielle Delemer, je suis directrice communication chez MSH et je vais prendre le rôle de la modératrice. Alors déjà, merci beaucoup pour vos questions, elles sont super intéressantes, donc on va les prendre dans l'ordre. Donc on a Marc qui nous pose une question. Si on change de pays d'expatriation, est-ce que l'assureur peut résilier le contrat ou ne plus assurer certaines maladies? Et cette question est pour moi. Est-ce Tout qu'on à est fait. d'accord? Vas-y, Johanna, c'est toi l'experte. Ok. Ben, exactement. Bonjour à tous, ravie d'être présente ce soir à ce webinaire. Alors, Marc, si vous changez de pays d'expatriation, tout en conservant les mêmes niveaux de garantie, l'assureur ne peut pas refuser le changement, à condition que le nouveau pays ne soit pas considéré comme un pays à risque. En revanche, si vous changez de pays d'expatriation et vous souhaitez augmenter vos garanties, vous devez remplir un nouveau questionnaire médical et dans ce cas, l'assureur se réserve le droit de refuser. J'espère que ma réponse est claire. Merci beaucoup, Johanna. Nous avons Patrick qui nous pose une question. Patrick, il est retraité français depuis peu et résident en Allemagne. En Allemagne, il est assuré par la TK, la Techniker, attention, je ne parle pas très bien allemand, Krankenkasse. Est-ce que MSH peut proposer une complémentaire santé dédiée en Allemagne? Chacun son tour. Séverine, je vous laisse d'accord, bon, allez, allons-y. répondre. Alors, écoutez, Marc, comme évoqué, Patrick, pardon, nous ne sommes pas habilités à être en complément de tous les régimes publics. Donc, malheureusement, non, nous ne pouvons pas proposer une complémentaire à un système spécifique, mais qu'il soit allemand, hollandais ou d'un autre pays. Globalement, on intervient en complément de la CFE quasiment exclusivement.
Alors, j'ai une question de Claire Chan qui nous dit qu'en Suisse, l'assurance étant obligatoire, est-ce que prendre une assurance MSH n'est pas redondant? Donc, j'imagine que Claire nous parle de l'AMAL. Là, c'est toi la spécialiste, Joanna. Ah oui, et savez-vous que MSH a pu négocier avec notre assureur l'année dernière pour justement mettre notre contrat en compliance avec la MAL. Donc, vous pouvez faire une demande d'être exempté de cotiser localement si vous souhaitez avoir une assurance, une couverture internationale. Alors, après, c'est pas garanti que la MAL accepte votre demande d'exemption, mais vous avez tout à fait le droit de tenter. Et donc, du coup, les différences entre l'assurance LAMAL et l'assurance, par exemple, avec MSH, bah, vous avez cette garantie à l'international. Donc, vous serez couverte à la fois en Suisse et aussi dans votre pays d'origine. Merci, Joanna. Nous avons, alors je ne pense pas que ce soit votre prénom, mais peut-être votre nom de famille, une personne, le 5, qui nous dit: «J'utilise les services de MSH via Uneo, mais pourrais-je y accéder en direct à des conditions similaires?» Alors là, c'est très, très compliqué pour nous de Ouais. comparer les contrats collectifs. Voilà, nous travaillons avec un grand nombre d'assureurs, un grand nombre également de grands groupes, puisque nous assurons les expatriés de la plupart des grands groupes du CAC 40. Alors là, en l'occurrence, Uneo, c'est un assureur. Je ne peux absolument pas répondre à votre question parce que tout dépend de ce que vous avez à l'UNEO et on a tellement de plans différents, je pense que ça se compte par milliers. Je suis incapable de vous dire si les conditions seraient similaires ou non, mais Johanna et son équipe seront ravis en tout cas de vous faire une proposition si vous le souhaitez comparer. Et si je peux ajouter, nous Vas-y. avons eu des cas justement où on a eu des passages d'un assuré Unio vers un contrat en individuel. Donc, c'est possible. Mais encore une fois, il faut vérifier, comparer le contrat, vérifier que, voilà, que les garanties correspondent à l'assuré. Tout à Donc, fait. C'est en effet n'hésitez pas à nous complètement contacter possible. pour faire un devis et puis on fait une étude pour Voilà. comparer. En fait, on a énormément de personnes qui sont, par exemple, cadres de grands groupes. Au moment où ils arrivent à la retraite, leur entreprise ne les couvre plus à l'étranger. Ils veulent rester sur place. À ce moment-là, ils passent sur nos solutions individuelles. Donc, ça se fait beaucoup. Après, vous dire que c'est exactement aux mêmes conditions, c'est là qu'on on peut pas vous l'assurer. Mais on peut essayer de s'en approcher au maximum. Je vais quand même être transparente en disant que des contrats individuels coûtent généralement quand même plus cher que les contrats d'entreprise. Il y a une différence très souvent significative. Je préfère que ce soit pas une surprise. Merci Séverine. Nous avons Claudine qui nous dit: «Je vis en Belgique et je suis indépendante en France, donc mes cotisations sont en France. Est-ce que je dois souscrire un contrat en Belgique?» Alors, Alors, vous- c'est pour toi, Alors, Séverine, vas-y, ou je reprends? vas-y. Alors, bonjour Claudine. Alors, quand vous demandez, dois-je souscrire un contrat en Belgique? C'est possible, vous avez le droit de prendre une assurance privée qui couvre les soins en Belgique et puis avoir aussi votre sécurité sociale en France. Ça dépend quel est vos besoins. Est-ce que vous allez chez le médecin en Belgique? Est-ce que vous êtes suivi pour les soins en Belgique? Si c'est le cas, je vous recommande de souscrire un contrat au premier euro, comme Sabrine a expliqué dans la présentation. Vous n'êtes pas éligible à cotiser à la CFE, donc prendre une complémentaire, mais plutôt une assurance au premier euro. Et l'avantage, du coup, c'est que vous pouvez avoir le choix d'aller voir votre médecin en Belgique. Et aussi, quand vous êtes en France, si vous avez vos suivis à faire en France, vous aurez aussi le choix entre avoir un remboursement par la sécurité sociale et le mutuel ou faire rembourser par votre assurance privée. Donc, oui, je recommande de souscrire un contrat pour la Belgique. Y a-t-il d'autres questions?
Merci, Johanna. Et, une question, si on est résident américain mais que l'on passe la majorité du temps entre deux autres pays, peut-on prendre une couverture sur la base de ces deux autres pays sans les USA? Complètement. Oui, complètement. Vous ne pourrez juste pas être couvert aux États-Unis. En fait, vous pouvez le prendre, mais ça veut dire que vos soins doivent être faits dans les autres pays. Sauf, encore une fois, accident inopiné pour des séjours courts. De 30 jours. 30 chaque jours, fois. tout à fait. Alors, nous avons une question qui viendrait en complément du sujet Allemagne. Béa nous dit, je réside en Allemagne, je suis assurée à la Sécu obligatoire, mais celle-ci ne comprend pas la prévoyance. Est-ce que MSH pourrait être une option sur la partie prévoyance? Complètement. La prévoyance est indépendante de la santé, donc vous pouvez tout à fait souscrire uniquement un contrat prévoyance et vous n'avez absolument pas besoin d'être assuré à la CFE ou que ce soit pour pouvoir souscrire un contrat prévoyance. C'est indépendant. Merci beaucoup, Séverine. Alors, j'ai une question un peu plus générique qui concernerait le marché chinois. Quelles sont les meilleures solutions d'après nous? CFE plus complémentaire, premier euro. Voilà. Johanna, je te laisse Bah, celle-ci. Tout dépend de la personne. Il faut faire une étude pour comparer le prix entre le contrat CFE plus complémentaire ou un contrat dès le premier euro. C'est vrai que si vous êtes expatrié en Chine et que c'est important pour vous de garder le lien avec la sécurité sociale française, c'est sûr qu'on vous recommande de cotiser à la CFE et avoir une mutuelle, une complémentaire. Parce qu'en effet, la CFE ne couvre pas les soins à 100% des frais réels en Chine. Mais bien entendu, ce n'est pas une obligation de cotiser à la CFE et l'autre solution sera du coup de prendre une assurance complète au premier euro et l'avantage avec une couverture en Chine, Chine est considérée comme un pays cher dans le monde en termes de frais médicaux, donc c'est dans une price zone, une zone tarifaire le plus cher, en tout cas dans nos solutions. Et l'avantage du coup, c'est qu'avoir une couverture au premier euro en Chine permet aussi d'avoir une couverture partout dans le monde, y compris la France. Sauf États-Unis. Sauf les États-Unis, en cas d'accident et pour les maladies inopinées, pour les courts séjours de 30 jours. Tout à fait. C'est une question qu'on a très souvent. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux prendre CFE plus MSH ou seulement MSH? Et véritablement, c'est très, très, très variable. Ça dépend de votre pays, ça dépend de votre âge, ça dépend de plein de choses. Et donc, on a très souvent l'habitude de vous faire les deux propositions pour que vous puissiez comparer, mais on ne peut pas répondre de façon globale à cette question. Ça dépend. Merci, mesdames. J'aimerais mettre l'attention sur une question qui nous a été posée pendant l'appel à questions. D'ailleurs, on vous remercie pour toutes les questions qui ont été posées. Ça nous a vraiment aidé à construire le webinaire pour essayer de faire quelque chose de très proche de vos besoins et de vos interrogations. Alors, c'est quelque chose qu'on a évoqué. À quel âge les assurés sont mis à la porte car trop vieux? Je peux prendre... Je vous lis la question telle quelle. Hein. Vas-y. L'âge et l'assurance santé internationale, comment ça marche? Alors, lorsqu'on parle d'une assurance santé internationale, l'âge est un élément très important. Pourquoi? Parce que plus on avance en âge, plus on a naturellement besoin de soins médicaux. Et ça a une influence la manière dont les assureurs travaillent. Donc, est-ce qu'il y a-t-il l'âge limite pour s'assurer? Oui, la plupart des assureurs fixent une limite d'âge pour s'inscrire souvent entre 65 et 70 ans, mais certains, dont MSH, vont un peu plus loin et acceptent des nouveaux assurés jusqu'à 75 ans. Et une fois vous êtes assuré, bonne nouvelle, vous restez sur le contrat. On dit que le contrat est viager. Donc, tant que vous restez expatrié, vous pouvez bénéficier le contrat à vie.
Je me Merci permets de beaucoup. préciser, Ouais. pardon, c'était pas forcément la question qui était posée, mais c'est important. Ah, Le tarif que vous allez avoir dépend énormément de l'âge, parce que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure de la surprime et du questionnaire médical, et c'est vrai que je n'ai pas insisté sur ce sujet. Comme je vous disais, l'assureur, il va tarifer en fonction du risque, et le risque que vous utilisiez votre contrat santé, il est plus élevé quand vous avez 70 ans que quand vous en avez 20. Donc, pour éviter que tous les 20 ans s'en aillent, l'assureur va faire des tarifs différents. Donc, vraiment, il faut avoir en tête cela. Et le tarif, du coup, il va augmenter un petit peu tous les ans au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, et ça, c'est chez tous les assureurs, c'est un fonctionnement. Donc, je voulais le repréciser pour être complètement transparente. Quand je dis que les tarifs augmentent, en tout cas chez MSH, de 5% par an, ces 5%, c'est l'inflation médicale. Mais à cela, ils augmentent un petit peu plus parce que, eh bien, nous tous, c'est malheureux, mais c'est ainsi, nous vieillissons. Merci Séverine. On peut peut-être prendre deux dernières petites questions. Une première question d'Éric qui nous dit, en cas de retour en France, une couverture au premier euro, donc sans CFE, permet-elle d'être réintégrée dans le système français de la Sécu? je prends la question, Vas-y, Séverine. vas-y. OK, donc si vous êtes expatrié et vous bénéficiez d'un contrat dès le 1er euro, nous pouvons en effet couvrir la personne pendant les 3 mois. Donc, quand la personne de l'assuré décide de rentrer en France définitivement, et parce que souvent, le fait que vous êtes parti depuis un petit moment, la sécurité sociale, vous n'avez plus de droit. Et donc, lors de votre rentrée en France, la sécurité sociale va appliquer une carence de 3 mois. Donc, oui, vous pouvez garder votre contrat pendant les 3 mois. Comme ça, au moins, vous avez la couverture en France. Et puis, mais c'est à vous, en fait, de faire les démarches auprès de la sécurité sociale pour récupérer vos droits et votre carte vitale. Merci Johanna. Une autre question. Nous avons Luc qui nous dit, vous avez indiqué qu'un contrat MSH pouvait être construit sur mesure en fonction des besoins. Si après avoir souscrit un premier contrat durant quelques années, on souhaite augmenter la couverture, doit-on signer un tout nouveau contrat ou bien est-ce juste une modification du contrat existant? Vas-y, c'est ton Je quotidien, reprends. Johanna. C'est mon quotidien. Donc, il y a deux possibilités. Si vous prenez, parce que MSH, donc on propose des solutions avec les différentes formules. Et dans chaque formule, vous avez des niveaux, 4 niveaux. Vous avez l'hospitalisation, vous avez l'hospitalisation plus la médecine courante. Après, vous pouvez ajouter le dentaire et l'optique et maternité. Si, par exemple, vous prenez le basique, l'hospitalisation, et quelques mois plus tard, vous dites, ah non, mais moi, j'aimerais bien quand même ajouter la médecine courante. C'est possible, mais il faut juste, donc il n'y a pas de sélection médicale, vous avez le droit d'ajouter cette option, mais cependant, il faut juste prendre en considération qu'il y aura un délai de carence pour certains soins, notamment pour les dentaires et l'optique. Donc, vous devez cotiser pendant quelques mois avant de pouvoir bénéficier cette option. Dans le cas où vous avez pris un niveau, enfin l'entrée de gamme, donc notre formule Quartz, et quelques mois plus tard, vous dites non, j'aimerais passer sur le Diamond, je veux le top of the top. Là, vous avez la possibilité, mais un questionnaire médical sera demandé pour étudier votre demande parce que vous augmentez le risque. Donc, l'assureur veut être sûr que voilà, il n'y a pas de mauvaises surprises derrière ce changement. Merci Johanna. Nous avons une question de Marc. Est-ce que aller aux urgences mais ne pas être gardé la nuit est considéré comme une hospitalisation? Je dirais que non. Normalement, alors ouais, Ça dépend. Ça dépend. Ah, je Vas-y. vous ai posé une question piège. Vous voyez comme ça, Voilà. on est Bah oui, c'est du c'est très live, bien. hein, on est dans la sincérité. Bah oui, oui, oui. Alors,
je peux répondre et peut-être Séverine, je te laisse rebondir. Alors, si vous allez aux urgences parce que vous avez mal au ventre et que vous ne trouvez pas un médecin à côté dans la ville où vous êtes et le seul endroit, c'est pour aller à l'hôpital pour consulter un médecin, ce n'est pas considéré comme une hospitalisation, mais plutôt une consultation à l'hôpital. Donc, on ne va pas pouvoir faire une prise en charge pour une simple consultation. Si vous êtes amené à l'hôpital pour passer un IRM et que vous savez que l'IRM va coûter un certain coût, vous avez le droit, enfin, en tout cas chez MSH, vous pouvez nous appeler avant pour savoir s'il y a possibilité que l'hôpital que le MSH fasse le tiers payant et paye l'hôpital directement. Mais c'est cas par cas. Mais voilà, est-ce que tu veux ajouter, Séverine? J'allais dire que théoriquement, non. En effet, ce qu'on appelle le inpatient, normalement, c'est une nuit à l'hôpital, ou en tout cas une véritable hospitalisation. Mais comme le dit Johanna, si à un moment, vous avez besoin d'avoir un acte extrêmement cher et qui n'est pas une hospitalisation et que vous avez besoin de tiers payant, on est réactif et on sait généralement, il faut que ce soit un centre de notre réseau, un hôpital, une clinique de notre réseau. Et à ce moment-là, en général, on est assez réactif. Merci, mesdames. Alors, peut-être une dernière question. Alors, je vais me permettre de répondre. Patrick nous demande comment contacter le centre d'expertise. Eh bien, vous avez la slide avec les infos de contact qui sont affichées par téléphone avec le numéro qui s'affiche ou alors par email à l'adresse email dédiée qui est indiquée, donc ufe@msh-intl.com. Peut-être une dernière... Pardon. Avant ça, je me permets juste d'ajouter que pour celles et ceux qui voudraient communiquer par WhatsApp, il est tout à fait possible de nous envoyer un mail en nous demandant un rendez-vous ou en tout cas d'être contacté par WhatsApp. C'est quelque chose que nous avons mis en place cette année. Nous en sommes très contents. Allez, une dernière question. Nous avons Didier qui nous demande si on peut proposer des contrats à des personnes qui ne sont pas de nationalité française. Bien sûr. Oui. Alors, celle-là, je lui réponds, nous sommes ravis de dire que nous assurons à peu près des personnes de toutes les nationalités du monde. Donc, vraiment, on n'est pas vraiment... Alors, on est de culture française. Donc, évidemment, on a beaucoup de Français et enfin, la santé, c'est quelque chose de culturel. Donc, oui, on a beaucoup de Français. Pour autant, nos plans sont véritablement internationaux. Ils sont pour tout le monde. Comme je disais, nous couvrons également les couples mixtes et les binationaux. Si un Français est marié à quelqu'un de local, cette personne peut être couverte. La seule exception, la seule chose que nous ne pouvons pas couvrir, c'est un Allemand en Allemagne, un Tchadien au Tchad, un local qui n'est pas dans le foyer d'un Français, là pour le coup, ou dans le foyer d'un expatrié. Pardon. Là, pour le coup, ça, c'est en dehors de notre scope. Nous n'avons pas le droit, c'est ce qu'on appelle de la santé locale et dans les réglementations internationales, nous n'avons pas le droit de le prendre en charge. Mais sinon, oui, à 100%, et je pense que nous avons quasiment une personne sur deux qui n'est pas française parmi nos assurés. Allez, j'aimerais terminer par vraiment une ultime question. Je sais, je pousse le bouchon. C'est une question qui nous a été posée dans l'appel à questions, mais je trouvais important de revenir dessus. Un assureur peut-il mettre fin à un contrat de façon unilatérale? En cas de fraude. Je crois que c'est le seul cas. En cas de fraude. Donc, voilà. Ne fraudez pas. Faux questionnaire médical. Globalement, ne pas déclarer une pathologie. Si l'assureur s'en aperçoit, il peut mettre non seulement fin au contrat, mais ne pas vous rembourser les primes qui ont été payées. Et ensuite, en cas de fraude, fausse facture, enfin voilà. Heureusement, c'est rare, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, la loi française est très très claire. C'est non seulement une résiliation, mais en plus, l'assureur garde toutes les primes qui ont été payées. Et peut-être un dernier point là-dessus. Nos contrats sont viagés, donc vous ne serez pas résilié de façon unilatérale pour votre âge. Ni votre âge, ni votre état de santé. Et heureusement. Et heureusement, oui.
Mais ce n'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Et ça, c'est important de le savoir. Très bien. Allez, Marie-Gabrielle, on s'arrête là? Exactement. Je pense qu'on a fait un très bon tour. Superbe. Super. Merci beaucoup. Excellent tour. Excellent tour. Je vais te dire un mot pour conclure. Donc, évidemment, je tiens à remercier très chaleureusement nos deux intervenantes, donc Séverine et Johanna, pour cette excellente présentation. Et là, je vois les messages qui circulent et qui vous remercient, et qui des personnes donc, qui ont trouvé cette session très, très intéressante. Merci à notre modératrice, Marie-Gabrielle, puis à vous tous qui nous avez rejoints. Alors, comme Séverine vous l'a dit, avec ce webinaire, nous lançons donc une série de webinaires dédiés sur le sujet de la protection santé qui se poursuivra l'an prochain, donc en 2026. Sachez également que l'UFE et MSH organisent des événements de proximité, donc des événements de proximité pour venir à votre rencontre, échanger avec vous, comprendre vos besoins. Donc suivez l'actualité de l'UFE et de MSH l'an prochain. Le replay vous sera envoyé par email. Il sera également publié sur l'appli UFE Monde. N'hésitez pas à la télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Et le replay sera également publié dans notre prochaine newsletter, celle du 19 décembre. Là aussi, si vous n'êtes pas encore enregistré à la newsletter de l'UFE Monde, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Le centre dédié, comme vous l'ont dit Johanna et Séverine, le centre dédié de MSH est à votre disposition. L'UFE est également à votre disposition pour vous donner plus d'informations sur ce partenariat au service des Français de l'étranger. Voilà, il me reste à vous remercier de nouveau, à vous dire à bientôt pour d'autres webinaires UFE sur d'autres sujets d'information et sur le sujet de la protection santé. Et puis, évidemment, à toutes et à tous, une fin d'année. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Merci. Christine. Au revoir à tous. Merci Merci à beaucoup, vous. Christine. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous.